Le soir de notre anniversaire de mariage, mon mari a dit, mon patron a appelé. Il a besoin de moi tout de suite. À minuit, son assistante de direction a posté une photo avec la légende « Dîner privé avec mon mari ». J'ai répondu par texto avec cette mot. Moins d'une minute plus tard, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Il était trop tard pour lui. À minuit 3, l'assistante de direction de mon mari a posté une photo de la table d'anniversaire que Daniel avait réservée pour nous, et l'a appelé son mari. J'étais assise seule dans notre cuisine à Raleigh, portant toujours la robe bleu marine que j'avais achetée pour notre 10e anniversaire. Les bougies sur le petit gâteau au chocolat avaient brûlé assez bas pour laisser de la cire sur le glaçage. Daniel était parti à 19h15 ce soir-là. Il se tenait près de la porte d'entrée, tapotant sur son téléphone pendant que j'attachais une boucle d'oreille. Mon patron a appelé, a-t-il dit. Il a besoin de moi tout de suite. Ce soir. Je sais. Je suis désolé. Il m'a embrassé sur le front sans vraiment me regarder. Martin n'appellerait pas à moins que ce ne soit sérieux. J'avais appris à ne pas discuter avec les appels urgents. J'étais officier du JAG de la réserve de l'armée ainsi qu'avocate contractuelle civile. Le travail avait interrompu des anniversaires, des week-ends et un dîner de Thanksgiving. Alors, j'ai dit à Daniel d'y aller. J'ai même proposé d'emballer une part de gâteau pour lui. Il a dit qu'il serait à la maison avant minuit. À 23h30, son assiette était toujours intacte. Je me suis changé pour mettre un pantalon de survêtement mais j'ai laissé la robe suspendue à une chaise. Je portais le gâteau vers le réfrigérateur quand mon téléphone s'est allumé avec une notification de réseau social. Tessa Reid avait posté une nouvelle photo. Tessa était l'assistante de direction de Daniel. Je l'avais rencontrée 2 fois lors d'événements d'entreprise. Elle avait 29 ans, était élégante, joyeuse et semblait toujours savoir ce que Daniel voulait avant qu'il ne le demande. La photographie montrait 2 verres de champagne à côté d'une assiette d'huîtres. La main d'un homme reposait près du bord de la table. Son visage n'était pas visible, mais sa montre en argent l'était. J'avais offert cette montre à Daniel pour notre 5e anniversaire. L'étiquette de localisation indiquait « The Capital Grill au centre-ville de Raleigh », le restaurant où Daniel avait réservé notre table d'anniversaire. Puis j'ai lu la légende « Dîner privé avec mon mari ». Pendant plusieurs secondes, je n'ai rien entendu d'autre que le bourdonnement du réfrigérateur derrière moi. J'ai étudié l'image comme j'examinerais une preuve dans une affaire, la montre, l'alliance de Daniel, le coin de son costume anthracite, la carte de réservation portant notre nom de famille. Je voulais l'appeler et exiger une explication. Je voulais conduire jusqu'au centre-ville et me diriger directement vers leur table. Au lieu de cela, je me suis assise. La colère peut rendre une personne rapide. Ma formation militaire m'avait appris que rapide n'était pas toujours la même chose que intelligent. J'ai pris des captures d'écran de la publication, de la légende et de l'étiquette de localisation. Ensuite, j'ai ouvert l'annuaire de l'entreprise de Daniel et j'ai trouvé l'adresse électronique de Martin Haye. Je connaissais déjà le compte de dépenses partagé que Daniel avait utilisé pour la réservation. J'ai transféré la photographie avec une courte question, est-ce l'affaire urgente pour laquelle Daniel a été appelé ce soir? Puis j'ai envoyé un texto à Daniel avec cette mot, ton patron a la photo. Vérifie tes courriels. Son nom est apparu sur mon écran avant que je puisse poser le téléphone. Je l'ai laissé sonner. Puis Tessa a appelé. Puis Daniel de nouveau. Moins d'une minute après mon message, le téléphone vibrait sans arrêt sur le comptoir de la cuisine. Des années plus tôt, Daniel m'avait dit une fois, « Claire, tu réfléchis toujours avant d'agir. » Il l'avait dit comme un compliment. Cette nuit-là, c'est devenu un avertissement dont il aurait dû se souvenir. Avant cette nuit, j'aurais dit à n'importe qui que Daniel et moi avions un mariage solide. Pas parfait, solide. Nous nous étions rencontrés 12 ans plus tôt lors d'une course caritative de 5K près du lac Johnson. Il vendait du matériel médical et j'étais une jeune avocate me préparant pour ma première affectation dans la réserve de l'armée. Il m'a fait rire en terminant derrière un homme poussant une poussette double, puis en insistant sur le fait qu'il avait économisé ses genoux pour la préfète. Quand je suis parti pour la formation d'officier, Daniel m'a envoyé des notes manuscrites et assez de barres de collation pour approvisionner la moitié de ma classe. Plus tard, quand le service de réserve m'a éloigné de la maison, il ne s'est jamais plaint. Cette histoire comptait. C'était l'une des raisons pour lesquelles je continuais à trouver des excuses pour ce qui avait changé.
Sa promotion au poste de vice-président régional était intervenue 18 mois avant notre anniversaire. Au début, j'étais fier de lui. Puis les dîners de direction ont commencé à apparaître sur notre calendrier 3 ou 4 soirs par semaine. Il retournait son téléphone face cachée pendant le petit déjeuner. Si je demandais qui avait appelé, il répondait comme si je l'avais accusé d'un crime. Claire, je gère 40 personnes. Quelqu'un a toujours besoin de quelque chose. Je connaissais les emplois exigeants. Ce que je ne savais pas, c'était pourquoi le mien ne m'avait jamais obligé à emporter mon téléphone sous la douche. Pourtant, j'ai évité une question directe. Je me disais que je lui faisais confiance. La vérité moins flatteuse était que je voulais que notre mariage soit sain plus que je ne voulais examiner les fissures. À minuit 20 ce matin-là, alors que les appels de Daniel continuaient d'illuminer la cuisine, j'ai ouvert notre calendrier partagé. Sa réservation d'anniversaire était toujours là. Capital Grill 19h45 table pour 2. Il l'avait créé 2 semaines plus tôt. Une deuxième entrée avait été ajoutée plus tard sous son calendrier de travail. Dîner de fidélisation des clients 19h30. Même restaurant, même soir. J'ai appelé Naomi Brox, l'amie la plus proche que je m'étais faite en uniforme. Naomi avait pris sa retraite de la marine en tant que premier maître et pouvait faire sonner un avertissement comme une invitation à s'asseoir. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Si c'est pour l'argent de la caution, appelle-moi après le café. Je pense que Daniel a une liaison. Sa voix a changé immédiatement. Es-tu en sécurité? Oui. As-tu des preuves? Je lui ai parlé de la photographie, de la légende et de mon courriel à Martin. Naomi est restée silencieuse un moment. Ne conduis pas jusqu'à ce restaurant. Ne publie rien en ligne. Et n'envoie pas un autre message tant que tes mains tremblent. J'ai baissé les yeux. Elle avait raison. Que suis-je censé faire? Obtiens les faits. Ensuite, décide quel genre de femme tu veux être quand tout cela sera terminé. Après avoir raccroché, j'ai mis le reste du gâteau au réfrigérateur et j'ai remplacé mon pantalon de survêtement par un vieux t-shirt de l'armée. Les gestes ordinaires me maintenaient stable. L'ordinateur portable personnel de Daniel se trouvait sur le bureau de notre chambre d'amis. Je ne connaissais pas son mot de passe et je n'avais aucune intention de le deviner, mais à côté se trouvait la tablette que nous utilisions tous les deux pour les voyages du ménage, les réservations de restaurants et les dépenses partagées. L'écran était toujours allumé. En haut de l'historique du compte se trouvait notre dîner d'anniversaire. À côté, dans les propres notes de Daniel, se trouvaient 4 mots qui m'ont fait ouvrir le dossier, facturé au compte client. La note ne prouvait pas que Daniel avait une liaison. La photographie le faisait assez bien toute seule, mais ces 4 mots suggéraient qu'il avait fait payer son employeur pour cela. J'ai ouvert les détails de la réservation. Le dîner avait été réservé via le compte de restaurant que Daniel et moi partagions, c'est pourquoi je pouvais le voir. Attaché à la réservation se trouvait un reçu pour 2 entrées d'huîtres et une bouteille de Cabernet à $190. Le total s'élevait à $436,18. Daniel l'avait marqué pour remboursement en tant que réunion de fidélisation de la clientèle. Il n'y avait aucun client mentionné. Seules 2 initiales apparaissaient dans le champ des invités, DM et TR. J'ai senti une pression froide derrière mes côtes. La tablette contenait également nos confirmations d'hôtel, nos reçus de billets d'avion et nos comptes de fidélité. Daniel y transférait souvent des dossiers de voyage parce que je m'occupais de nos impôts. Rien n'était caché derrière un mot de passe. Il avait simplement compté sur le fait que je n'aurais jamais de raison de regarder de près. J'ai cherché les initiales de Tessa. 6 mois de reçus sont apparus. Il y avait un dîner dans un steakhouse à Charlotte un jeudi où Daniel m'avait dit qu'il recevait des administrateurs d'hôpital. Une course en VTC un samedi soir depuis un hôtel de charme à Durham. 2 réservations de billets d'avion attenantes pour Nashville pour ce qu'il avait décrit comme une conférence de vente de produits médicaux en solo. Un reçu d'hôtel comprenait le petit déjeuner pour 2. J'ai noté les dates et les numéros de confirmation sur un bloc-notes jaune. C'était une vieille habitude de mon travail, séparer ce que je savais de ce que je soupçonnais. Ce que je savais, c'est que Daniel avait voyagé à plusieurs reprises avec Tessa, me l'avait caché et avait étiqueté au moins certaines dépenses personnelles comme étant professionnelles. Ce que je soupçonnais était bien pire. 3 semaines plus tôt, Daniel s'était tenu dans notre cuisine et m'avait dit que nous devrions reporter le remplacement du lave-vaisselle qui fuyait.
Nous devons être plus disciplinés, avait-il dit en chargeant une cafetière dans la machine. Les petits luxes s'additionnent. J'ai regardé les $190 de frais de vin et j'ai presque ri. Ce n'était pas un rire joyeux, mais cela m'a empêché de jeter la tablette. Apparemment, mon café de marque menaçait notre avenir financier. Son cabernet était du développement commercial. Pendant une minute imprudente, j'ai voulu tout transférer à toutes les adresses de l'annuaire de l'entreprise de Daniel. J'ai imaginé ses collègues ouvrant les reçus au petit déjeuner et voyant enfin l'homme que je venais de découvrir. Puis j'ai entendu l'avertissement de Naomi, obtiens les faits. L'humiliation publique pourrait être satisfaisante pendant 10 minutes. Une accusation imprudente pourrait me suivre pendant des années. J'ai sauvegardé des copies des dossiers auxquels je pouvais légalement accéder, y compris la publication publique, les détails de la réservation et les confirmations de voyage partagés. Je n'ai pas ouvert le courriel privé de Daniel ni deviné de mot de passe. Ensuite, j'ai rédigé un court message à Martin et au bureau de la conformité de l'entreprise. Je l'ai lu 3 fois avant de l'envoyer. Je crois que les dossiers ci-joints peuvent concerner des dépenses personnelles soumises comme des dépenses professionnelles. Je ne peux vérifier que ce qui apparaît dans nos comptes partagés et dans la publication publique de ce soir. Veuillez les examiner par le processus approprié. À 10h08, j'ai cliqué sur Envoyer. Mon téléphone avait finalement cessé de sonner, mais un nouveau message vocal est apparu. La voix de Daniel était basse et chancelante. Claire, s'il te plaît, ne fais rien que tu ne puisses reprendre. J'ai écouté 2 fois. Puis j'ai regardé les preuves étalées sur notre table de salle à manger et j'ai réalisé qu'il parlait toujours comme si le choix irréversible m'appartenait. Daniel a laissé 5 autres messages vocaux avant 14h. Le premier était en colère. Tu n'avais pas le droit de contacter Martin. Le second était sur la défensive. Ce dîner était lié au travail. La légende de Tessa était une blague stupide. Au 4e, sa voix avait changé. Claire, s'il te plaît, réponds. Nous devons gérer cela ensemble. Ensemble. Le mot m'a presque fait rire. Il avait passé des mois à prendre des décisions seul, mais maintenant que les conséquences étaient arrivées, nous étions soudainement de nouveau une équipe. Tessa m'a envoyé un message à 1h26. Claire, je suis tellement désolé. La légende était une blague entre nous. Il ne s'est rien passé. S'il te plaît, ne te méprends pas. Je l'ai lu sans répondre. Une blague innocente n'expliquait pas les réservations de billets d'avion attenantes, le petit déjeuner pour 2 ou la main de Daniel à côté de son verre de champagne le soir de notre anniversaire. À 1h42, Daniel a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Où es-tu, a-t-il exigé. À la maison. Martin vient de m'appeler. La conformité est en copie de ton courriel. Comprends-tu ce que tu as fait? Je me tenais à côté de l'évier de la cuisine, regardant la cire de bougie durcir sur le gâteau abandonné. J'ai envoyé des dossiers provenant de comptes que je partage légalement avec toi. Tu as envoyé des informations privées à mon employeur. Non, j'ai envoyé des dépenses d'entreprise à l'entreprise qui les a payées. Il a baissé la voix. Tu es contrarié. Je comprends cela. Mais Tessa a fait une publication idiote et maintenant tu essaies de détruire ma carrière. La légende était-elle une blague? Une pause a suivi. Claire, couchais-tu avec elle? Il a expiré brusquement. Ce n'est pas une conversation que nous devrions avoir au téléphone. C'était ma réponse. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Je pouvais entendre la circulation derrière lui et le faible clic d'un clignotant. Il n'était plus au restaurant. Martin m'a ordonné de venir au bureau à 7h. Il a dit qu'il voulait les reçus, les dossiers de voyage, tout. Tu pourrais me coûter la promotion. J'ai agrippé le bord du comptoir. Une partie de moi voulait encore qu'il le nie de manière assez convaincante pour que je puisse me retirer dans la vie que j'avais connue ce matin-là. Au lieu de cela, il s'inquiétait pour son titre. Non, Daniel, ai-je dit. Tu as fait ça quand tu as utilisé ton travail pour me mentir. Il a commencé à parler plus vite. Il a dit que Tessa était émotive. Les dépenses pouvaient être expliquées et les cadres supérieurs recevaient des employés tout le temps. Chaque phrase semblait moins crédible que la précédente. Je rentre à la maison, a-t-il finalement dit. Non, reste ailleurs ce soir. C'est aussi ma maison,
et je te demande de ne pas rendre cela plus laid que ça ne l'est déjà. » À ma grande surprise, il a accepté. À 2h17, son frère aîné, Mark, a appelé de Greensboro. Daniel l'avait apparemment joint avant de trouver un hôtel. « Claire, quoi qu'il se soit passé, ne peux-tu pas garder cela au sein de la famille ?» a demandé Mark. Daniel est sous une pression énorme. J'ai regardé le bloc-notes jaune couvert de dates que Daniel pensait que je n'examinerais jamais. Cela a cessé d'être une affaire de famille quand son entreprise a commencé à payer pour cela. Après avoir raccroché, j'ai verrouillé la porte d'entrée et j'ai monté ma robe d'anniversaire à l'étage. À 6h11 ce matin-là, Martin m'a envoyé un courriel. Il n'a pas posé de questions sur la liaison. Il a demandé si j'avais des dossiers d'autres voyages. Le courriel de Martin est arrivé à 6h11 le vendredi matin. « Avez-vous des dossiers d'autres voyages impliquant Daniel et Mademoiselle Reed ?» J'ai lu la question 3 fois. Jusque-là, j'avais supposé que mon message avait créé le problème. La formulation de Martin suggérait que j'étais entré dans un problème déjà en cours. À 7h05, il a appelé alors que j'étais assise dans ma voiture devant un Harris Teeter, tenant un café que j'avais oublié de boire. « Je dois faire attention à ce que je divulgue », a-t-il dit. « Mais votre courriel pourrait être lié à un examen interne en cours. » « Quel genre d'examen ? » Un client a contesté des frais de voyage et d'accueil attribués à son compte. Le client examine la région de Daniel depuis plusieurs semaines. Mon estomac s'est noué. Il ne s'agissait plus simplement du fait que mon mari emmenait une autre femme dîner. Martin a demandé si je pouvais identifier les dates liées à Charlotte, Durham et Nashville. Elles correspondaient au dossier sur mon bloc-notes jaune. Il ne m'a pas demandé de les interpréter. Il a demandé des reçus, des numéros de confirmation et une explication sur la façon dont j'avais obtenu chaque élément. J'ai apprécié que les faits soient plus faciles que les sentiments. Je lui ai dit que les comptes étaient partagés, que je n'avais pas deviné de mot de passe et que la publication de Tessa était publique lorsque je l'ai capturée. Ensuite, j'ai transféré uniquement les dossiers liés aux dates qu'il a nommées. Avant de terminer l'appel, Martin a dit, pour ce que ça vaut, « Claire, cela n'a pas commencé avec votre courriel. » Je suis resté assise sur le parking après qu'il ait raccroché, regardant les acheteurs pousser des chariots dans la chaleur du matin. Daniel a appelé quelques minutes plus tard. « Retire-le », a-t-il dit sans dire bonjour. « Dis-leur que tu as mal compris. » « Est-ce que j'ai mal compris ? Tu ne sais pas comment fonctionne la comptabilité d'entreprise. Je sais qu'un petit déjeuner pour deux n'est pas une dépense de conférence en solo. » Sa voix s'est adoucie. J'ai passé 15 ans à construire cette carrière. S'il te plaît, ne la réduis pas en cendres parce que tu es blessé. Pendant un terrible moment, j'ai envisagé de faire ce qu'il demandait. 15 ans, ce n'était pas rien. Pas plus que 12 ans ensemble, les notes qu'il a envoyées pendant la formation d'officier, ou les nuits où il a attendu quand mon unité de réserve était en retard. Je pouvais encore me souvenir du bon homme qu'il avait été. Je ne savais pas si la protection de ce souvenir exigeait de la pitié ou du déni. De retour à la maison, j'ai ouvert la tablette partagée pour organiser les fichiers. Daniel y avait connecté son téléphone des mois plus tôt pour que nous puissions répondre aux messages tout en planifiant une réunion de famille. Un résultat de recherche des dates de Nashville affichait une partie d'un ancien échange avec Tessa. J'aurais dû le fermer. Au lieu de cela, j'ai lu les lignes visibles. Tessa avait demandé « Et si Claire le découvre ?» La réponse de Daniel était courte. Elle est la personne fiable. Elle ne partira jamais. Cette phrase a fait ce que la photographie n'avait pas fait. La photo prouvait la trahison. Le message prouvait qu'il avait bâti sa confiance sur ma loyauté et l'avait confondue avec de la faiblesse. Je n'ai pas appelé Martin pour retirer quoi que ce soit. À 15h40 cet après-midi-là, une responsable de la conformité nommée Evelyn Price m'a contacté. Elle m'a demandé d'assister à un entretien formel le lundi matin et m'a conseillé de venir avec un avocat si je le souhaitais. J'ai accepté, puis j'ai posé la tablette face contre terre. J'avais voulu qu'un mensonge soit exposé. Maintenant, je comprenais que je me tenais au bord de quelque chose de beaucoup plus grand et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière sans douleur. Le lundi matin, la version des événements de Daniel avait déjà commencé à voyager plus vite que la vérité. 2 amis communs m'ont envoyé un texto pour me demander si j'allais bien. Un troisième a appelé et a suggéré avec précaution que j'avais peut-être emporté un problème de mariage privé sur le lieu de travail.
Daniel leur avait dit que j'avais découvert des dîners inoffensifs, que j'étais devenu jalouse et que j'avais fouillé dans ses comptes privés. Il a omis la photographie publique, les remboursements de l'entreprise et le fait que chaque dossier que j'ai soumis provenait d'un compte que nous partagions. À 9 heures, je suis arrivé au siège de l'entreprise de Daniel, près de North Hills, pour mon entretien de conformité. J'ai amené Rebecca Shaw, une avocate spécialisée en droit du travail recommandée par une personne de confiance de mon réseau juridique de la réserve de l'armée. J'étais avocate moi-même, mais je savais qu'il ne fallait pas me conseiller alors que mon mariage s'effondrait. Rebecca m'a arrêté devant la salle de conférence. « Répondez uniquement à ce que vous savez », a-t-elle dit. « Ne devinez pas, n'exagérez pas et n'essayez pas de faire paraître Daniel pire. Si les dossiers sont exacts, ils peuvent le faire sans votre aide. » L'entretien a duré près de 2 heures. Evelyn Price a demandé comment j'avais trouvé chaque reçu, si Daniel avait autorisé mon accès à la tablette partagée et quand j'avais suspecté la relation pour la première fois. Elle a posé les mêmes questions plus d'une fois, légèrement différemment à chaque fois. Je lui ai montré la réservation, les confirmations de voyage et la capture d'écran de la publication de Tessa. Quand elle a demandé ce que je croyais qu'il s'était passé à Nashville, j'ai dit « Je ne sais pas. Je n'y étais pas. » Cette réponse a semblé avoir de l'importance. À midi, j'étais épuisé. Dire la vérité semblait simple jusqu'à ce que des étrangers commencent à en examiner chaque bribe sous une lumière fluorescente. La mère de Daniel a appelé alors que je rentrais à la maison. « Claire, il a fait une erreur », a dit Linda, déjà en pleurs. Une terrible erreur. Mais est-ce qu'une erreur efface 12 ans? Ce n'était pas un seul dîner, Linda. Il pourrait tout perdre. Je me suis garé sur le parking d'une église parce que mes yeux s'étaient remplis de larmes. Je perds quelque chose aussi. Elle est restée silencieuse. Puis elle a demandé pourquoi je ne pouvais pas lui pardonner avant que l'entreprise ne ruine sa carrière. Pendant un faible moment, j'ai voulu m'excuser. Non pas parce que j'avais menti, mais parce que tout le monde se serait senti mieux si j'avais accepté de porter le blâme. Je comprenais pourquoi les gens restaient silencieux. Le silence pouvait ressembler beaucoup à la paix vue de l'extérieur. Ce soir-là, Naomi est venue avec des plats à emporter de Smithfield. Je lui ai dit que j'en avais assez d'être traité comme la personne qui avait brisé le mariage. Elle a posé un récipient de barbecue sur mon comptoir. La dignité ne signifie pas rester silencieuse pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Evelyn a rappelé le mardi après-midi. Elle n'a pas voulu discuter de Daniel, mais elle a demandé si Tessa avait déjà semblé mal à l'aise en sa présence. La question m'a déstabilisé. Tessa m'avait trahi, mais Daniel contrôlait son emploi du temps, ses évaluations, ses voyages et ses augmentations. Quels que soient les choix qu'elle avait faits, il détenait plus de pouvoir et une plus grande responsabilité. Je pouvais vouloir qu'il rende des comptes sans pour autant apprécier l'idée qu'elle perde son gagne-pain. Le jeudi, Daniel a envoyé un seul message. « Retrouve-moi au Jubala Coffee demain à 16 h, s'il te plaît, avant la réception de la direction. J'ai une dernière offre. » Je l'ai fixé pendant plusieurs minutes. Puis j'ai répondu, 30 minutes, table publique. Il a répondu immédiatement. Merci. Je suis arrivé au Jubala Coffee à 15h55 le vendredi après-midi. Daniel était déjà assis, tournant un gobelet en papier entre ses deux mains. Sa veste de costume était suspendue à la chaise et il ressemblait moins à un cadre qu'à un homme qui n'avait pas dormi. J'ai failli faire demi-tour. Puis il m'a vu et s'est levé. « Merci d'être venu. Tu as dit 30 minutes. » Il a hoché la tête et s'est rassis. Pendant un moment, aucun de nous n'a touché son café. Un bambin a fait tomber un dinosaure en plastique. Le bruit normal rendait notre silence encore plus étrange. Daniel m'a finalement regardé. Oui, j'avais une liaison avec Tessa. Entendre les mots faisait mal même après la photographie, les reçus et le message sur la tablette. Depuis combien de temps? Environ 8 mois. Je l'ai dévisagé. Tu m'as dit il y a 6 mois que j'imaginais la distance entre nous. Je sais. Il a dit que cela avait commencé avec des déjeuners, puis des verres, puis Nashville. Il parlait comme s'il décrivait une route qu'il avait accidentellement empruntée. Je n'avais pas prévu que ça devienne ça, a-t-il dit. Tu as fait des plans à chaque fois que tu as réservé un hôtel. Il a fermé les yeux brièvement. Puis est venue la raison pour laquelle il m'avait demandé de venir.
Daniel voulait que je contacte Evelyn Price et que je dise que j'avais mal compris les notes de frais. Il a suggéré que je dise à la conformité que certaines charges avaient été entrées par erreur sous des comptes clients et que sa relation avec Tessa n'avait commencé que récemment. En retour, a-t-il dit, je démissionnerai discrètement. Nous pourrons vendre la maison, déménager ailleurs et recommencer. Richmond, peut-être. Tu as toujours aimé cet endroit. J'ai presque admiré avec quelle propreté il avait emballé l'avenir. Une démission, une nouvelle ville, un mariage réparé. Tout ce que j'avais à faire était de mentir aux personnes qui enquêtaient sur lui et de risquer ma propre intégrité professionnelle. Tu demandes à un officier du JAG et à une avocate de faire une fausse déclaration dans une enquête de conformité. Je demande à ma femme de m'aider à sauver ce qui reste. J'ai étudié son visage. Aurais-tu avoué si Tessa n'avait pas posté cette photo? Sa bouche s'est ouverte, mais aucune réponse n'est venue. L'aurais-tu fait? Finalement, il a baissé les yeux. Probablement pas. Cette honnêteté était plus douloureuse qu'un autre mensonge. Il m'a dit que l'entreprise prendrait sa décision préliminaire le samedi à 17 h, juste avant la réception annuelle de la direction à l'hôtel Instead. Daniel s'était attendu à y recevoir une promotion. Maintenant, il n'était pas sûr d'être autorisé à entrer. Je pourrais tout perdre, a-t-il dit. Tu ne perdras pas tout, mais tu pourrais perdre ce que tu as utilisé de manière malhonnête. Ses yeux se sont durcis. Alors tu veux les regarder m'humilier? Non. Je me suis levé et j'ai glissé mon café intact vers lui. Je ne vais pas ébruiter cela et je ne transformerai pas ta chute en divertissement, mais je ne mentirai pas pour te sauver. Il a fixé la table. Tu voulais une vie privée, ai-je dit. Tu aurais dû en vivre une honnêtement. Alors que j'atteignais la porte, le téléphone de Daniel a sonné. Il a lu le message et la couleur a quitté son visage. Martin y avait écrit, salle de conférence B. Samedi, 17 h. Daniel m'a regardé comme si je pouvais encore changer la fin. Je suis sorti sans promettre que je le ferais. Le samedi après-midi, je me tenais devant le miroir de ma chambre, portant la même robe bleu marine dans laquelle Daniel m'avait laissé le soir de notre anniversaire. La réception de la direction à l'hôtel Instead était sur notre calendrier depuis des mois. Les conjoints étaient invités et mon nom restait sur la liste des invités. J'avais prévu de rester à la maison jusqu'à ce qu'Evelyn appelle peu après-midi. Vous n'êtes nullement obligé d'y assister, a-t-elle dit. Mais nous pourrions avoir besoin de vous pour confirmer un dossier avant la conclusion de l'examen. Rebecca m'a dit qu'il n'y avait aucune raison légale pour que je ne puisse pas y aller. Naomi a été plus directe. Si tu restes à la maison parce que tu veux la paix, reste à la maison, a-t-elle dit. Ne reste pas à la maison parce que Daniel t'a appris à avoir honte. À 16h50, je suis entré dans l'hôtel par l'aile des conférences au lieu de la salle de bal. Daniel se tenait à l'extérieur de la salle de conférence B avec Martin Haye. Tessa était assise plus loin dans le couloir à côté d'un représentant des RH, fixant le tapis. Daniel a regardé ma robe et a tressailli. « Tu es venu ?» Mon nom était sur l'invitation. À 17 h, Martin a fait entrer Daniel. Tessa et le représentant des RH ont suivi. Evelyn m'a demandé de vérifier un numéro de confirmation de Nashville, puis m'a renvoyé dans le couloir. J'ai attendu près d'une fenêtre donnant sur le lac. À travers les portes de la salle de bal, je pouvais entendre des verres teintés et un trio de jazz jouer The Way You Look Tonight. C'était le genre de soirée élégante que Daniel aimait, surtout quand les gens le regardaient réussir. La femme de Martin, Suzanne, m'a reconnu et s'est approchée. « Je suis désolée, Claire, a-t-elle dit doucement. Je l'ai remerciée mais je ne savais pas quoi dire d'autre. Les gens remarquent des choses, a-t-elle ajouté. Les voyages, la façon dont ils se comportaient ensemble. Personne n'avait assez d'informations pour porter une accusation formelle. Cela ne m'a pas réconforté. Cela montrait seulement depuis combien de temps Daniel avait confondu la discrétion avec l'invisibilité. 23 minutes plus tard, la porte de la salle de conférence s'est ouverte. Tessa est sortie la première, pleurant silencieusement. Le représentant des RH l'a guidée vers les ascenseurs. Daniel a suivi sans son badge d'entreprise. Ses épaules étaient rigides et son visage avait perdu toute couleur. Martin est resté dans l'embrasure de la porte. « Vous êtes en congé administratif immédiat » a-t-il dit à Daniel.
N'entrez pas à la réception et ne contactez personne impliquée dans l'examen. Daniel l'a ignoré et s'est dirigé vers la salle de bal. Un agent de sécurité s'est interposé devant l'entrée. Je suis désolé, monsieur Morgan. Votre accès à l'événement a été retiré. Plusieurs collègues près de la table d'inscription se sont retournés pour regarder. Personne n'a ri. Personne n'en avait besoin. Daniel s'est arrêté à côté de moi. Tu as planifié ça, a-t-il chuchoté. Je pouvais sentir l'après-rasage que je lui avais acheté pour Noël. Non, ai-je dit. J'ai arrêté de te couvrir. Pendant une seconde, la colère a crispé son visage. Puis elle a disparu, ne laissant que l'épuisement. Il a regardé vers la salle de bal où il s'attendait à accepter une promotion, et a semblé comprendre qu'il n'y avait plus d'arguments à avancer. Il est sorti seul par l'entrée latérale. 20 minutes plus tard, Martin est monté sur la scène de la salle de bal et a annoncé le nouveau vice-président senior. Ce n'était pas Daniel. Alors que la salle applaudissait quelqu'un d'autre, je n'ai ressenti aucun frisson de victoire. Seulement le soulagement tranquille de savoir que la vérité ne dépendait plus de moi seul pour la porter. 3 semaines après la réception, Evelyne m'a appelé à mon bureau. L'enquête était terminée. Daniel avait été licencié pour avoir soumis des dépenses personnelles comme des dépenses professionnelles, pour ne pas avoir divulgué une relation avec une personne qui lui était subordonnée, et pour avoir utilisé son autorité pour approuver ses voyages et ses heures supplémentaires. Tessa a démissionné avant que l'entreprise ne rende sa décision finale. Evelyne a dit que l'entreprise paierait quand même tous les salaires et frais de voyage légitimes dus à Tessa. J'étais contente d'entendre que la responsabilité ne devrait pas devenir une excuse pour priver quelqu'un de l'argent qu'il avait réellement gagné. Quand l'appel s'est terminé, je m'attendais à me sentir satisfaite. Au lieu de cela, j'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai pleuré. Les conséquences étaient justes, mais la justice ne me rendait pas les années où j'avais fait confiance à Daniel. Elle ne restaurait pas notre anniversaire ni ne transformait l'homme de ces vieilles notes manuscrites en le mari que je pensais connaître. La maison est devenue douloureusement silencieuse. Daniel a séjourné dans un appartement meublé près du centre commercial Crabtree Valley pendant que nous organisions la médiation de divorce. Chaque pièce contenait encore des preuves d'un mariage ordinaire, ses gants de jardinage dans le garage, notre liste de courses sur le réfrigérateur, un creux dans le coussin du canapé où il regardait le basket-ball universitaire. La vengeance avait exposé la vérité. Elle ne m'avait pas appris à vivre à côté de l'espace vide qu'elle laissait. Daniel a demandé à nous rencontrer une fois de plus. Cette fois, Rebecca a recommandé que nous parlions au bureau du médiateur. Il avait l'air plus mince. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie et avait finalement avoué la liaison à sa mère sans l'appeler une erreur ni me blâmer. Je n'arrêtais pas de penser que le prochain titre me ferait me sentir important, a-t-il dit. Puis j'ai commencé à agir comme si les règles ordinaires étaient pour les gens ordinaires. Je croyais qu'il était désolé. C'était plus difficile que de croire qu'il était sans cœur, car le remords me faisait me souvenir de l'homme que j'avais aimé. Pouvons-nous essayer à nouveau, a-t-il demandé. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Je suis contente que tu reçoives de l'aide. Mais le regret n'est pas un raccourci pour revenir dans ma vie. Ses yeux se sont remplis, mais il a hoché la tête. La médiation n'a pas été amicale, bien qu'elle soit restée juste. Nous nous sommes disputés au sujet de la maison, des comptes de retraite et de l'argent que Daniel pourrait devoir à son ancien employeur. Il voulait que je traite chaque conséquence financière comme une perte conjugale partagée. J'ai refusé. Rebecca a aidé à maintenir la distinction claire sans transformer le processus en punition. Lors de notre dernière réunion sur les biens, Daniel a désigné la machine à expresso coûteuse. J'aimerais prendre ça. Je l'ai regardé. Tu as passé 6 mois à me dire que c'était inutile. Il semble mal de vous séparer maintenant. Pour la première fois depuis des semaines, il a ri. Moi aussi. Le son nous a surpris tous les deux. L'humour ne signifiait pas le pardon, et la gentillesse ne signifiait pas la réconciliation. Cela signifiait simplement que je n'avais pas à devenir cruel pour prouver que j'en avais fini. Ce soir-là, je me suis assise seule à la table de la cuisine. J'ai enlevé mon alliance et je l'ai placée dans la petite boîte en bois que Daniel m'avait donnée pendant ma formation d'officier. La ligne pâle autour de mon doigt semblait étrangement vulnérable. J'ai fermé le couvercle, j'ai porté la boîte à l'étage et j'ai pris ma première respiration paisible depuis des mois. 6 mois après la nuit où Tessa a posté cette photographie,
j'ai emménagé dans une maison de ville de 2 chambres près du parc Instead. Elle était plus petite que notre ancienne maison, et la cuisine avait à peine assez de plans de travail pour la machine à expresso que j'ai gardée. Mais les fenêtres arrière donnaient sur une rangée de pins, et le matin, la lumière du soleil atteignait la table de la salle à manger avant que je ne parte au travail. J'avais oublié à quel point une maison pouvait être paisible quand personne ne cachait rien à l'intérieur. Mon unité de réserve de l'armée s'est réunie pour l'exercice en octobre. Je suis arrivé tôt, craignant que tout le monde sache ce qui s'était passé. Quelques personnes le savaient. Personne n'a demandé de détails. Mon commandant m'a tendu un dossier et a dit « Morgan, j'ai besoin de vos yeux sur ce contrat avant midi ». C'était tout. Pendant les 4 heures suivantes, je n'étais pas une épouse trahie ou la femme dont le courriel avait déclenché une enquête. J'étais le major Claire Morgan, faisant un travail que je comprenais aux côtés de personnes qui faisaient confiance à mon jugement. La stabilité de la situation ressemblait à une rampe. Daniel et moi avons finalisé le divorce en novembre. Nous avons vendu la maison, divisé ce que nous avions construit et ne nous sommes parlé que lorsque c'était nécessaire. Par l'intermédiaire de Marc cependant, j'ai appris que Daniel avait trouvé du travail chez un plus petit distributeur de matériel médical à Greensboro. Il ne dirigeait personne. Pour une fois, il devait se reconstruire sans un titre pour le protéger. Une semaine avant Noël, une enveloppe est arrivée avec son écriture dessus. Je l'ai laissée non ouverte sur le comptoir pendant 2 jours. La lettre ne faisait qu'une page. Daniel ne m'a pas demandé de reconsidérer le divorce. Il n'a pas blâmé Tessa, son employeur ou la pression de son travail. Il a écrit que la thérapie l'avait forcé à voir à quel point il avait souvent traité la loyauté comme quelque chose qu'il était en droit de recevoir plutôt que quelque chose qu'il devait mériter. Vers la fin, il a écrit « Merci d'avoir refusé de mentir pour moi. Je t'ai détesté pour ça au début. Maintenant, je comprends que c'était peut-être la première chose honnête que quelqu'un ait faite pour moi depuis des années. » J'ai lu cette phrase 2 fois, j'ai plié la lettre et je l'ai placée dans un tiroir. Je ne l'ai pas appelé. Certaines excuses méritent d'être entendues sans devenir des invitations à revenir dans votre vie. Le soir de notre anniversaire, j'avais cru que ma vengeance était le texto de 7 mots et le téléphone auquel je refusais de répondre. Mais les appels, l'enquête et la perte de la promotion de Daniel n'étaient que des conséquences. Ils ne m'ont pas rendu ma vie. Ce qui me l'a rendu, c'est d'apprendre que je pouvais dire la vérité sans devenir cruel. Je pouvais faire le deuil de l'homme que Daniel avait été, reconnaître l'homme qu'il essayait de devenir, et choisir quand même un avenir sans lui. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite a été d'arrêter d'essayer de sauver quelqu'un qui avait été prêt à me perdre. La chose la plus sage que j'ai faite a été de réaliser que la paix ne vient pas en regardant une autre personne tomber. Elle vient quand vous arrêtez enfin de tomber avec elle. Si vous avez déjà choisi votre propre paix plutôt que les excuses de quelqu'un d'autre, j'espère que vous partagerez vos pensées ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un qui croit encore que protéger la vérité signifie détruire une famille alors que c'est parfois le premier pas pour se sauver soi-même.